Et salut à tous, c'est Arthur, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série de vidéos pour être précis, qui va concerner les maths appliquées donc au domaine de la programmation de jeux vidéo ou d'interfaces graphiques. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Donc, comme vous le savez peut-être, je suis actuellement en collaboration avec un ami à moi qui s'appelle Marc, qui tient sa propre chaîne donc de programmation, de tutos de programmation. Donc le lien bien entendu sera dans la description et je vous le mets juste ici sur votre écran. Et donc ce qu'on a décidé de faire tous les deux, c'est de faire un partenariat au niveau des vidéos qui concernent les maths. C'est-à-dire que Marc va s'occuper de tout ce qui concerne les mathématiques appliquées, donc lui il va mettre en pratique les mathématiques dans le code, vous expliquer dans quel... vous montrer comment, en fait, vous le montrez vraiment, le faire devant vous, vous montrer comment est-ce qu'on peut implémenter ça sous forme de code. Quant à moi, mon travail va plutôt être de vous expliquer ce que Marc, lui, écrit, c'est-à-dire essayer de vous expliquer la plupart du temps à quoi correspond tout le code que Marc écrit, à quoi correspondent chacune des fonctions qu'il va avoir à écrire, à utiliser, etc., etc. Donc ce sera une petite série de à peu près 5 vidéos, je pense, donc autour de tout ça. Donc bien entendu, pour cette première vidéo, on va y aller doucement, les vidéos iront progressivement d'un niveau simple vers des niveaux de plus en plus élevés. Mais on va essayer de faire en sorte, Marc et moi, que vous ne soyez jamais largués. Donc pour commencer, si vous êtes sur cette vidéo là et que vous vous attendez à voir du code, c'est pas du tout le bon endroit. Si vous voulez voir les mathématiques appliquées dans la programmation, je vous mets de nouveau le lien vers la chaîne de Marc ainsi que le lien de sa vidéo qui correspond à celle-ci juste ici, là sur l'écran. Le lien de la chaîne de Marc est dans la description, je le rappelle. Donc si vous voulez voir les maths appliquées directement dans le code, il faut cliquer juste là. Voilà, donc pour ceux d'entre vous qui sont restés ici, j'en conclus que vous êtes intéressés donc par la partie théorique de ce que vous avez éventuellement pu voir sur la vidéo numéro 1 de Marc, où on le voit créer les bases de sa classe maths. Donc la classe maths, comme vous avez peut-être pu le remarquer, s'appelle mathf. Donc pourquoi mathf? Alors il faut savoir que de base, dans Java, il y a déjà une lib math qui existe, qui est très très complète, qui est très très bien, mais nous, on va donc se servir de cette lib math et juste la transplanter vers notre lib mathf. Alors pourquoi on fait ça? On fait ça pour pouvoir se servir des floats. Parce que le gros problème de la lib math standard, c'est qu'elle ne fonctionne qu'avec des doubles. Donc des nombres à virgule aussi, mais Marc et moi préférons utiliser des floats pour question de précision, pour beaucoup d'autres, beaucoup de choses. Donc on préfère créer notre propre libmath avec toutes les fonctions dont on aura besoin qui pourront être utilisées avec des floats. Voilà. Alors, ici vous avez un rapide récapitulatif de tout ce qui compose la classe mathf. C'est-à-dire toutes les fonctions que vous avez pu, ou que vous verrez si vous allez voir la vidéo de Marc, c'est toutes les fonctions que vous avez pu observer dans la classe mathf. Donc il y a des fonctions de trigonométrie, bien entendu, comme le sinus, l'arcsinus, le cosinus, etc. Des fonctions de conversion d'angle aussi, pour passer des radians au degré. Donc tout ceci, je ne vais pas réellement passer dessus, je considère que c'est acquis parce que c'est quelque chose qu'on voit encore à partir du collège. Donc toutes ces choses-là, c'est vraiment des choses de base. Pareil par exemple pour les racines carrées ou les puissances, donc les exposants, hein. Ça c'est des choses, je ne vais pas aller dessus. La valeur absolue, je vous explique maintenant ce que c'est pour ceux qui ne le savent pas. C'est tout simplement quand on prend un nombre et qu'on retire son signe. C'est-à-dire que moins 12 devient 12, plus 12 reste 12, et tout simplement, un nombre négatif devient positif, un nombre déjà positif reste positif. Ça, c'est ce qu'on appelle la valeur absolue.
Ensuite, il y a les nombres aléatoires. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va regarder plus en détail juste après. Et encore plus en détail, je m'avance un petit peu, car on va pas vraiment regarder le fonctionnement de la fonction random, parce que cette fonction, donc c'est une fonction système quasiment de Java, détailler son fonctionnement ici rendrait la vidéo interminable. Donc je vous expliquerai rapidement comment s'en servir, comment l'exploiter. Ensuite, il y a les fonctions d'arrondi. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement utile en programmation et qui est malheureusement assez méconnu. Donc il y en a 3 principales qui s'appellent floor, cell et round. Donc je vous détaillerai un petit peu plus leur fonctionnement rapidement tout à l'heure. Et on terminera sur une explication de ce qu'est l'interpolation linéaire. Il y a d'autres formes d'interpolation, mais nous on ne s'intéressera qu'à la linéaire, car c'est celle-ci que Marc a implémentée dans la classe mathf. Donc commençons tout de suite avec le random. Alors, les nombres aléatoires. Les nombres aléatoires, donc déjà on arrive en Java à créer des nombres aléatoires grâce à la fonction random. Donc comme vous le voyez ici, cette fonction retourne un float qui va avoir une valeur comprise entre 0 inclus et 1 exclu. Donc elle peut avoir énormément de valeurs possibles, hein. Je vous laisserai chercher sur internet combien de nombres après la virgule un float peut contenir, mais c'est immense. Donc ne vous inquiétez pas, la fonction random elle fait bien son travail. Mais après, qu'est-ce qui va nous permettre d'exploiter ceci? Parce que nous, de notre côté, quand on veut créer un nombre aléatoire, on veut pouvoir par exemple créer un nombre entre x et y. Un nombre entre 0 et 1, ça ne nous intéresse pas énormément. Eh bien si. Parce que, justement, nous donner un nombre comme ceci entre 0 et 1, c'est la meilleure manière de nous permettre de faire ce qu'on veut. Et vous verrez plus tard, quand on reparlera de l'interpolation, que on revient encore sur cette histoire de 0 et 1. Donc, je vais vous afficher ici un rapide exemple qui est commenté, donc je vais vite fait lire les commentaires, mais on n'est pas vraiment là pour ça. Donc, cet exemple-là vous montre comment est-ce qu'on peut limiter, générer en fait un nombre aléatoire avec une limite basse et une limite haute. C'est-à-dire qu'on va tout simplement modifier l'intervalle de 0,1 par x, y. Ici, j'ai choisi 42 et 42 000. Donc, vous voyez, c'est très simple, hein, en fait. On récupère notre nombre qui est dans l'intervalle 0,1, et en le multipliant par la valeur maximale que l'on veut moins la valeur minimale, on va obtenir un nombre qui va, du coup, si jamais le random nous a renvoyé 0 par exemple, ça vaudra toujours 0. Par contre, si le random nous a renvoyé la valeur la plus proche possible de 1, on va se retrouver très très proche de cette valeur maximale moins la valeur minimale. C'est important de le préciser. Et ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est d'ajouter au résultat la valeur minimale. Et du coup, on se retrouve avec forcément, si la fonction random nous a donné 0 au départ, on se retrouve avec notre valeur minimale, toute seule. Et si la fonction random nous a donné au départ une valeur proche de 1, on va se retrouver avec notre valeur maximale moins notre minimale, plus notre minimale. Vous voyez qu'il y a un moins et un plus qui s'annulent, donc notre valeur maximale. Parlons maintenant un petit peu des fonctions d'arrondi. Alors les fonctions d'arrondi, comme on l'a vu tout à l'heure, il y en existe 3 dans notre classe. Il existe pour commencer la fonction floor. Donc celle-ci renvoie un float et prend un float x en paramètres, comme vous le voyez. Et tout simplement, c'est une fonction qui va faire un arrondi à l'inférieur, c'est-à-dire qu'elle va renvoyer un nombre entier, et elle va chercher à renvoyer le plus grand nombre entier possible, tout en restant inférieur à x. C'est-à-dire que si jamais je donne en x, je donne 1,5, la fonction va me renvoyer 1. Ensuite, nous avons la fonction sail. Donc la fonction sail prend exactement les mêmes arguments et exactement le même type de retour.
Sauf que celle-ci, ce sera un arrondi au supérieur, comme vous le voyez. C'est-à-dire que là, si je reprends le même exemple, au lieu de me retourner 1, elle va me retourner 2, si je lui mets x égale 1,5. Elle va chercher à renvoyer le plus petit nombre entier supérieur ou égal à x. Et enfin, pour terminer, nous avons la fonction round. Donc celle-ci, pareil, elle prend les mêmes arguments, mais celle-ci va en fait un peu mixer fleur et sel, dans le sens où ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire un arrondi au plus proche. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Elle va tout simplement faire l'arrondi que vous faites tous les jours quand vous êtes en cours de maths ou autre. Elle va tout simplement regarder, si je lui donne un nombre comme par exemple 2,3, elle va regarder quel est l'entier qui est le plus proche de 2,3. Est-ce que c'est 2? Est-ce que c'est 3? En l'occurrence, c'est 2. Voyons maintenant ce qui va occuper la plus grande partie de la vidéo. Alors, accrochez-vous bien parce que ça demande quand même un certain effort de concentration, mais croyez-moi, ce n'est pas du tout compliqué. C'est quelque chose qui est très simple à comprendre, tant que c'est bien expliqué et tant qu'on y met un petit peu du sien. Donc l'interpolation linéaire, aussi appelée l'ERP, c'est comme ça qu'elle est appelée dans la classe maths, c'est le calcul d'une valeur qui est proportionnellement et linéairement dépendante de deux autres valeurs. Dit comme ça, ça paraît un petit peu effrayant. Mais ne vous inquiétez pas, tout va s'éclaircir très rapidement. Cette fonction a besoin de trois choses. Elle a besoin de deux valeurs qui seront ici appelées le départ et l'arrivée, dans notre exemple. Et elle a besoin d'une valeur de pourcentage qui sera comprise, de nouveau entre 0 et 1, que ici nous allons appeler la progression. Donc la formule du LERP, donc, qui est la formule qui est appliquée dans la fonction, c'est ceci. Notre valeur est égale à la valeur de départ plus la valeur d'arrivée moins celle de départ, le tout multiplié par la progression. Donc je vous laisse réfléchir un petit peu vous-même à essayer de mettre vos valeurs de départ, vos valeurs d'arrivée, votre valeur de progression et essayer de voir ce que ça donne. Mettez pause parce que maintenant on va tout de suite passer à un exemple pratique de l'application du LERP en fait, histoire d'essayer de vous expliquer un petit peu mieux comment ça fonctionne. Donc, comme vous le voyez, on vient de passer au tableau noir et plaçons par exemple 2 points. Ces points, on peut très bien les nommer, nommons-les A et B. Alors, ce qu'on aimerait, nous, c'est par exemple tracer le segment AB. Sauf que ce segment AB, comme vous le voyez, on n'a pas énormément de façons de le tracer de manière simple. Donc ce qu'on peut faire, pour commencer, ce serait essayer de nous tracer un repère, donc, et de le graduer. De la sorte, nous pouvons obtenir les différentes coordonnées de A et de B. Donc nous voyons que A est en 2, 1 et que B est en 6, 5. En XY bien entendu. À ce moment-là, tout ce qu'on a à faire, ça va être d'appliquer le LERP de manière correcte pour essayer de trouver les points qui composent notre droite. Donc je vous propose d'abord de définir un float qu'on va appeler D et qui va pouvoir, on va en convenir, prendre plein de valeurs possibles. Ça, on le décidera après. Ensuite, eh bien, tout ce qu'on va avoir à faire, c'est d'appliquer le LERP entre A et B en fonction de D pour les X et pour les Y séparément. Donc vous voyez, je place ici ma formule pour le LERP en X et en Y. Je récupère deux positions XY, enfin je récupère une position XY que j'appelle PX, PY. À partir de ce moment-là, eh bien, tout le travail est fait en fait. La vérité, c'est ça. Parce que à partir du moment où on considère que D peut prendre une infinité de valeurs possibles, quelle que soit la valeur que D prendra,
vous pouvez faire le test chez vous, vous vous rendrez compte que quelle que soit la valeur que D prendra, la position Px, Py sera toujours un point se trouvant sur la droite AB, quelle que soit sa valeur. Là, c'est vrai pour D étant compris dans l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Mais, du coup, si vous vous rappelez bien, dans la diapo précédente, je vous ai expliqué que le lerp attendait une valeur comprise entre 0 et 1. Du coup, si on commence à faire varier notre valeur D entre 0 et 1, qu'est-ce que vous voyez? Nous aurons par exemple pour les x, 2 plus 6 moins 2, ce qui fait 4, fois 0. Et ben ça nous donne 2. Autrement dit, en x, avec D égale 0, on ne bouge pas du point A. Et, comme vous pouvez vous en rendre compte très vite, c'est exactement la même chose avec y. Tant que D égale 0, on ne bouge pas du point A. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais D vaut 1? Eh bien, on se retrouve avec 2, plus 6 moins 2. On se retrouve donc avec une annulation du 2, puisque 2 plus moins 2 égale 0. On se retrouve donc à la position 6. Et pareil pour les y, on se retrouve avec 1 plus moins 1, ce qui donne bien 0, et donc on a notre 5 tout seul. Et en fait, quand D égale 1, eh bien, Px, Py égale à B. On a donc bien, pour chaque valeur de B comprise dans l'intervalle 0,1, un point du segment AB. Et sous peu qu'on arrive à déterminer avec quel degré de précision on doit faire incrémenter D, alors on est capable de trouver tous les points se trouvant sur la droite AB. Sur ce, cette vidéo touche déjà à sa fin. Alors c'était une vidéo assez courte par rapport à celles qui risqueront d'arriver prochainement dans la suite de cette série. Mais c'était surtout pour introduire le concept et il fallait bien commencer par quelque part. Avec Marc, on a décidé de commencer par la classe MathF parce que c'est la classe qui nous permet après de faire toute la suite. Donc bien entendu, si vous avez envie de voir ce que je vous ai montré dans cette vidéo en pratique, donc je vous mets de nouveau le lien vers la vidéo de Marc juste ici. Et bien entendu, je vous dis à la prochaine dans l'épisode numéro 2 qui sera consacré au vecteur. Allez, à la prochaine tout le monde.